pendant nos vacances en famille, mon frère m'a mis dans la plus petite chambre, pendant qu'il profitait de suites de luxe. Les ratés comme toi devraient être reconnaissants que nous t'ayons même invité, a-t-il ricané. Je suis resté silencieux, les laissant profiter de mon hôtel jusqu'à ce que je révèle que j'en étais le propriétaire. Je m'appelle Alex, j'ai 32 ans, et ma famille m'a piégé en m'invitant à passer des vacances dans mon propre hôtel juste pour pouvoir me dire que j'étais un raté en face et exiger mes économies. Avant de vous raconter comment j'ai révélé que je possédais tout le complexe pendant que mon frère me suppliait de l'argent, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. L'histoire ne commence pas avec l'appel téléphonique. Elle commence environ 1 heure avant, un jour qui semblait tout à fait ordinaire. J'étais dans mon hôtel du centre-ville de Chicago, en train de faire une dernière visite avant le rush du soir. Le directeur général marchait avec moi, un presse-papier à la main, mais c'est moi qui remarquais les moindres détails, une éraflure sur la plinthe de la chambre 304, un scintillement dans l'un des spots encastrés du couloir, la légère odeur de chlore près de la piscine intérieure qui indiquait que la ventilation avait besoin d'un léger ajustement. Je ferai en sorte que le personnel d'entretien s'occupe de cette éraflure dans l'heure, Monsieur Sterling, a déclaré la directrice, une femme vive nommée Elena. Pas besoin de les appeler, lui ai-je dit, en m'accroupissant. J'ai sorti une petite lingette nettoyante d'une poche intérieure de ma veste, une habitude que je n'avais jamais perdue depuis mes débuts, et j'ai frotté la marque moi-même. Elle est partie immédiatement. Il s'agit d'être proactif, pas réactif, Elena. C'est la méthode Sterling. Elle a souri. Oui, monsieur. C'était mon monde. Un monde de compétences tranquilles, de problèmes résolus avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Un monde que j'avais construit moi-même. Puis mon téléphone a vibré. L'identification de l'appelant affichait un nom qui me semblait appartenir à une autre vie, maman. Un nœud de glace s'est formé dans mon estomac. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 mois, pas depuis un appel bref de 92 secondes à mon anniversaire. J'ai failli laisser passer à la messagerie vocale, mais une petite partie stupide de moi, une partie que je pensais avoir enterrée depuis longtemps, a chuchoté, et si ? Je me suis dirigé vers un coin tranquille et j'ai répondu. Salut, maman. Sa voix a été un choc. Elle n'était pas tendue ou déçue. Elle était douce, sirupeuse, un ton qu'elle réservait habituellement à ses amis du country club. Alex, mon chéri, je suis si contente de t'avoir attrapé. Comment vas-tu, mon chéri ? Les banalités étaient un champ de mine. Elle s'est enquise de mon travail, et je lui ai donné la même réponse vague que d'habitude, ça va bien. Je suis occupé. Je n'ai pas dit qu'être occupé signifiait que j'étais en train de finaliser l'acquisition d'une propriété historique à la Nouvelle-Orléans. Pour elle, j'ai fait quelque chose avec des hôtels, une phrase qui planait dans l'air avec le poids de sa désapprobation. Puis elle a lâché la bombe. Toute la famille part en petites vacances le mois prochain, a-t-elle annoncé, sa voix pétillant d'une joie forcée. Une véritable occasion de se reconnecter. Ton père et moi avons pensé qu'il était grand temps. Nous avons trouvé cet endroit charmant dans les montagnes, le Valley View Resort. Nous voulons que tu viennes, Alex. Ce ne serait pas un voyage en famille sans toi. Valley View Resort. Le nom m'a frappé comme un coup physique. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour me soutenir. Ma nouvelle propriété, mon chef-d'œuvre, l'endroit où j'avais versé chaque once de ma peine et de ma détermination après le décès de mon associé, James, il y a 2 ans. Ils n'en avaient aucune idée. Ils ont vu un nom sur un site web. J'ai vu le point culminant d'un rêve de toute une vie. Une guerre faisait rage en moi. Mon esprit criait, c'est un piège. Mais mon cœur, cette partie traître et pleine d'espoir de moi, chuchotait, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils ont changé. Peut-être qu'ils veulent enfin voir ton monde. Je ne sais pas, maman. C'est un préavis court, j'ai commencé. Oh, s'il te plaît, Alex, a-t-elle plaidé, la douceur dans sa voix devenant tranchante pendant une seconde. C'est important pour ton père. C'est important pour moi. Dis juste oui. Et contre tout instinct rationnel, contre 8 ans d'histoire douloureuse, je l'ai fait. J'ai dit oui. Ce simple mot allait déclencher une chaîne d'événements qui allait soit guérir ma famille, soit la briser pour de bon. À l'époque, je n'avais aucune idée que cela allait faire les deux. Le trajet en voiture jusqu'aux montagnes, 1 mois plus tard, a été rempli d'une crainte nerveuse qui me semblait affreusement familière. C'était la même sensation que j'avais à l'université avant de rentrer à la maison pour les vacances, sachant que je devrais défendre mes notes, mes choix, mon existence même.
J'ai garé ma voiture de location devant la grande entrée à charpente de bois du Valley View et je les ai vus attendre. Mon père, Richard, se tenait les bras croisés, sa posture rigide. Ma mère, Hélène, m'a adressé un sourire bref et crispé qui n'atteignait pas ses yeux, et mon frère aîné, Ryan, l'enfant chéri, s'est contenté de me regarder sortir de la voiture avec un air d'amusement suffisant. Le portrait de famille de ma déception. Alex, tu es venu, a dit mon père, son ton donnant l'impression d'une surprise. Il a regardé ma berline de location parfaitement ordinaire. Des problèmes de voiture? Non, papa. C'est une location, pas vrai, a-t-il dit, comme si l'idée de ne pas posséder une voiture tape à accent grave lui était étrangère. Ryan s'est avancé, me tapant sur l'épaule dans un geste qui se voulait amical mais qui ressemblait plus à une vérification de mes faiblesses structurelles. Content que tu aies pu venir, petit frère. L'air ici te fera du bien. Le sous-texte était clair, peut-être que de l'air frais chassera l'échec de ta tête. Alors que nous entrions dans le hall, j'ai ressenti une vague de fierté mêlée d'anxiété. Les hauts plafonds, l'immense cheminée en pierre, le parfum de bois de pin et de cuir. Tout cela, c'est moi. C'est mon rêve qui se réalise. Et ma famille le traversait comme si c'était un bâtiment comme un autre. Grégory, le directeur général de l'hôtel, était à la réception. Son sourire chaleureux et professionnel était une vision bienvenue. Il avait la fin de la cinquantaine, un homme aux yeux doux et au cœur d'acier. Son regard a croisé le mien, et pendant une fraction de seconde, son sourire est devenu sincère, ses yeux s'écarquillant en signe de reconnaissance. Il a commencé à se déplacer derrière le comptoir, sa bouche formant les mots « Monsieur Sterling ». Je lui ai donné le signal dont nous avions convenu si jamais cela se produisait, un léger, presque imperceptible mouvement de mon menton. Le professionnalisme de Grégory était une chose magnifique. Il a immédiatement vérifié sa posture, le sourire professionnel se remettant en place. « Bienvenue au Valley View », a-t-il dit, sa voix un baryton doux alors qu'il s'adressait à notre groupe. « Nous espérons que votre voyage a été agréable ?» Ryan, bien sûr, a pris les choses en main. C'était bien. Nous avons des réservations. Une suite de luxe pour mes parents, Richard et Hélène Sterling, une suite junior pour moi, et... Il s'est arrêté, me regardant avec une pitié théâtrale, une chambre standard pour Alex Sterling. Grégory n'a pas bronché. Il a simplement tapé sur son clavier. Bien sûr, monsieur. Vos chambres sont prêtes. Il a distribué les cartes d'accès. En me tendant la mienne, ses doigts ont frôlé ma paume pendant une fraction de seconde. Un message silencieux de solidarité. J'ai su à ce moment-là que j'avais au moins un allié ici. Les suites, bien sûr, étaient magnifiques. Vue sur le lac, balcon, baignoire profonde. Puis Ryan m'a conduit à ma chambre. Elle se trouvait dans l'annexe de service, un bâtiment séparé et plus ancien relié par une passerelle couverte. La chambre était petite, propre et sans âme. La fenêtre offrait une vue imprenable sur les poubelles et les conteneurs de recyclage de l'hôtel. C'est confortable, a dit Ryan, en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Ce sourire narquois jouait à nouveau sur ses lèvres. Ça devrait te faire sentir comme chez toi. C'est bon, Ryan, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Bien. Eh bien, installe-toi. Le dîner est à 19h. Essaie d'avoir l'air présentable. Il s'est éloigné en sifflant. J'ai laissé tomber mon sac sur le sol et j'ai regardé par la fenêtre. Présentable, comme si j'étais un chien errant qu'ils avaient laissé entrer à contre-cœur dans la maison. Je pouvais sentir la vieille colère, la piqûre familière de l'humiliation, monter dans ma gorge. J'ai dû me battre pour la faire redescendre. Je n'étais plus cet enfant impuissant. Je n'étais pas là pour leur approbation. J'étais là pour la vérité. Le dîner a eu lieu au Hirt, notre restaurant signature. Il a été construit autour de l'immense cheminée en pierre que j'avais vue dans le hall. Un hommage à la première que James et moi avions construite ensemble. Je pouvais presque sentir sa présence là, son énergie calme et stabilisatrice. J'en avais besoin. Mon père a commandé une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ma première voiture et s'est immédiatement lancé dans un monologue sur le génie de Ryan. Il est vice-président maintenant, vous savez, a-t-il annoncé à la table. Il parle de lui confier toute la région du Midwest d'ici l'année prochaine. Il faut avoir une vision, un instinct de tueur. Certaines personnes l'ont, a-t-il dit, en me regardant fixement, et d'autres pas. Papa, s'il te plaît, a dit Ryan, feignant la modestie.
Je travaille juste dur. Non-sens. Tu es un chef né, s'est extasiée ma mère. Puis elle s'est tournée vers moi. Alors, Alex, comment ça se passe dans le monde de l'hôtellerie? Elle a prononcé ces mots comme s'ils avaient mauvais goût. Ça va bien, ai-je dit, en gardant mes réponses courtes. Es-tu toujours dans cette petite auberge du Vermont? A-t-elle demandé. Notre petite auberge était maintenant un établissement 5 étoiles qui avait été présenté dans des magazines de voyage, mais il n'avait jamais pris la peine de vérifier. Je gère maintenant plusieurs propriétés différentes, ai-je dit. Gérer, a répété mon père, savourant le mot. Il s'est penché en avant. Laisse-moi te donner un conseil, mon fils. La gestion est une impasse. Tu n'es qu'un gardien du rêve de quelqu'un d'autre. Pour vraiment faire quelque chose de toi-même, tu dois être propriétaire. Tu dois prendre des risques. Mais je suppose que ce n'est pas vraiment dans ton ADN. L'hypocrisie était si stupéfiante que c'en était presque drôle. Le voilà, un homme qui avait occupé le même emploi sur de comptable pendant 40 ans, en train de me donner des leçons sur le risque. Le reste du dîner a été un cours magistral de passivité-agressivité. Mes réalisations ont été ignorées, mes opinions ont été rejetées et ma présence a été traitée comme un acte de charité. Je me suis replié sur moi-même, devenant un observateur. J'ai observé Ryan, et j'ai remarqué des choses. Il vérifiait constamment son téléphone sous la table. Son genou rebondissait avec une énergie nerveuse que sa façade confiante ne pouvait pas tout à fait dissimuler. Il buvait son vin cher un peu trop vite. L'homme qui essayait de projeter une aura de succès suprême ressemblait, à mes yeux experts, à un homme sur le point de paniquer. Cette nuit-là, le sommeil a été impossible. Le silence de ma petite chambre était plus fort que n'importe quel bruit. Je me suis levé et j'ai marché, laissant mes pieds me porter à travers l'hôtel calme et endormi. C'était ma création, et dans le calme de la nuit, je pouvais sentir son pouls. Je suis passé devant l'aile des conférences, une nouvelle addition que nous venions de terminer. Une lueur de lumière brillait sous la porte d'une petite salle de réunion. J'ai entendu une voix, paniquée, frénétique, chuchotant. La voix de Ryan. Je me suis aplati contre le mur, mon propre cœur commençant à battre la chamade. Je me fiche de ce que tu dois faire. Bouge juste ça, chuchotait-il dans son téléphone. L'arrogance avait disparu, remplacée par une peur brute. L'audit trimestriel est la semaine prochaine. S'il voit ce déficit dans le compte fiduciaire du client, je suis foutu. Tu comprends? Pas seulement viré. Foutu. Une pause. Mon sang s'est glacé. Compte fiduciaire du client. Ce n'était pas juste un mauvais investissement. C'était un crime. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas, a-t-il chuchoté, sa voix craquant. C'était censé être une valeur sûre. Un petit pré-relais à moi-même, c'est tout. L'accord crypto était censé tripler l'argent. Je sais que c'était stupide. Ne me dis pas que c'était stupide. Maintenant, une autre pause. Combien? Non, non, ça ne peut pas être juste. Le marché a baissé autant que ça. Il avait l'air d'être malade. Où suis-je censé trouver ce genre d'argent? C'est une fortune. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Je me suis éclipsé, mon esprit chancelant. Ce n'était pas juste un pépin. C'était une catastrophe qu'il avait lui-même créée. Détournement de fonds. Je me suis retrouvé dans la bibliothèque du bâtiment principal, une pièce calme de 2 étages bordée de livres que j'avais choisis avec soin. Je me suis enfoncé dans un fauteuil en cuir, essayant de comprendre l'ampleur de sa tromperie. Et puis un petit détail terrible s'est mis en place. Sur la table basse ornée, à côté d'une pile de livres d'art, il y avait un ordinateur portable. L'ordinateur portable de Ryan. Il l'avait laissé ouvert, l'écran brillant faiblement dans la pénombre. Ma conscience me criait de m'éloigner. Mais les mots que je venais d'entendre, les années d'humiliation, la nature brute et calculée de tout ce voyage. Je devais savoir. Je devais être sûr. Je me suis dirigé vers la table. Je n'ai pas touché le pavé tactile. Je n'avais pas besoin de le faire. L'écran était rempli d'un brouillon de mail ouvert adressé à un cabinet d'avocats hors de prix. L'objet était urgent et confidentiel, atténuation préventive de l'accusation. Mes yeux ont parcouru le corps de l'email. C'était une confession, une plaidoirie désespérée pour une aide juridique. Il détaillait comment il avait emprunté au compte séquestre d'un client pour investir dans une crypto-monnaie volatile,
comment le marché s'était effondré et comment il était maintenant confronté à un déficit massif et à un audit imminent. Il était ruiné, et il le savait. Puis j'ai vu le paragraphe qui a fait basculer le monde sur son axe, j'ai une source potentielle de fonds. Cependant, mon jeune frère a connu un succès modéré avec une petite entreprise BNB. Il est notoirement frugal, il a donc probablement des économies importantes. Ma famille a organisé une réunion sous le prétexte d'une réunion de famille. Le plan est de lui faire comprendre la gravité de ma situation et d'utiliser le devoir familial pour obtenir le capital nécessaire de sa part. Il est notre seule issue. Prétexte d'une réunion. Utilisation du devoir familial. J'ai trébuché en arrière, ma main volant à ma bouche. Tout était là en noir et blanc, un complot prémédité. Il m'avait attiré ici dans un lieu de luxe que je ne pouvais absolument pas me permettre, pour me faire sentir petit, pour me faire sentir comme l'échec qu'il m'avait toujours dit que j'étais. Et ensuite, ils allaient présenter le gâchis criminel de mon frère comme un problème et me faire chanter émotionnellement pour que je finance son évasion. Ils ne demandaient pas seulement un prêt. Ils planifiaient un braquage émotionnel. La dernière lueur d'espoir que j'avais pour eux, celle qui avait obstinément refusé de mourir pendant 8 longues années, s'est finalement, brutalement éteinte. À sa place, une certitude froide et dure s'est installée au plus profond de moi. Le jeu était réel, mais ils avaient fait une erreur fatale. Ils avaient choisi d'y jouer sur mon terrain. Se réveiller le lendemain matin a été comme sortir d'un rêve profond et fiévreux. Mais le cauchemar était réel. La connaissance de leur plan était un éclat de glace dans mon ventre. Chaque interaction, chaque mot, était maintenant filtré par le prisme de leur tromperie calculée. La campagne de pression a commencé presque immédiatement, un assaut coordonné de 3 fronts. Ma mère a été la première. Elle m'a trouvé près des grandes baies vitrées de la salle à manger, en train de regarder le lac. Elle s'est approchée de moi, posant une main sur mon dos. C'était censé être un geste réconfortant, mais j'ai eu l'impression qu'elle cherchait un endroit où glisser le couteau. « C'est une belle vue, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit, sa voix douce. « Il faut beaucoup d'argent pour entretenir un endroit comme celui-ci. Beaucoup de pression. Ton frère comprend ça. Le monde dans lequel il vit, c'est un monde d'enjeux élevés, Alex, de grands risques et de grandes récompenses. » Je me suis tourné pour la regarder. Son visage était un masque soigneusement construit d'inquiétude maternelle. « Qu'est-ce que tu essaies de dire, maman ? » « Je dis qu'il a besoin de nous en ce moment, a-t-elle dit, ses yeux se remplissant de larmes entraînées. « C'est notre fils, ton frère. Il a fait une erreur de calcul commercial. Cela pourrait arriver à n'importe qui. La famille est censée être un filet de sécurité. Nous devons être son filet de sécurité. » C'était une brillante performance. Elle avait présenté son crime comme une simple erreur et mon refus potentiel comme une trahison impitoyable de toute la famille. Elle essayait de me culpabiliser de manière préventive pour que je me soumette. Mon père est venu ensuite. Il m'a coincé dans la bibliothèque calme et lambrissée de l'hôtel, un livre à la main qu'il ne lisait pas. Il est allé droit au but. « Ta mère me dit qu'elle t'a parlé, a-t-il dit, sa voix basse et ferme. Je ne vais pas tourner autour du pot, Alex. Ton frère a des problèmes. Il a besoin de notre aide. Et tu es en mesure de la lui fournir. Tu as mené une vie simple. Tu n'as pas eu les dépenses que Ryan a eues. Une femme, des enfants, un prêt hypothécaire. Tu dois avoir un nid de poule considérable mis de côté. » C'était stupéfiant. Ils prétendaient essentiellement que mon absence de famille et mon soi-disant échec professionnel signifiaient que j'étais leur réserve d'argent désignée. Ma vie responsable et frugale était maintenant définie comme un atout qu'il avait le droit de liquider. « C'est ce que font les hommes, a-t-il continué, sa voix prenant un ton de leçon. Ils interviennent. Ils protègent les leurs. Tu as passé ta vie sur la touche. C'est ta chance d'entrer dans le jeu, de faire quelque chose qui compte vraiment pour cette famille. » L'assaut final est venu de Ryan lui-même, et c'était peut-être le plus insultant de tous. Il a essayé de jouer le rôle du visionnaire châtié et incompris. Il m'a trouvé sur la terrasse et a même essayé de faire une blague. « Alors, a-t-il dit avec un rire creux, j'ai entendu dire que tu étais le dernier espoir de la famille. Pas de pression, n'est-ce pas ? » Je me suis contenté de le regarder. Sa fausse bravade s'est effondrée. « Écoute, Alex, a-t-il dit, sa voix baissant. J'ai foiré, d'accord ? J'ai pris un grand swing et j'ai raté. C'est la différence entre toi et moi. Je suis dans l'arène et je me fais saigner.
tu es heureux dans les tribunes. Mais en ce moment, j'ai besoin que le gars dans les tribunes me lance une bouée de sauvetage. Il s'est penché plus près. Il s'agit du nom de famille, Alex. De protéger maman et papa de l'humiliation. Tu peux comprendre ça. Ils avaient tous les angles couverts, ma mère avec le chantage émotionnel, mon père avec un appel au devoir masculin, et mon frère avec un récit tordu de prise de risque héroïque. Mais ils ont fait une erreur. Ils m'ont sous-estimé. Et ils ont sous-estimé mon neveu, Tyler. Plus tard cet après-midi, cherchant refuge, j'étais près du ruisseau qui traversait l'arrière de la propriété. J'étais en train de vérifier les mesures de contrôle de l'érosion que nous avions installées, une série de pierres soigneusement placées qui créaient de petits tourbillons d'eau au lieu de laisser l'eau s'écouler. C'était une tâche calme et satisfaisante. Tyler m'a trouvé là. Il n'a rien dit au début, il s'est contenté de me regarder pendant que je remettais une pierre détachée en place avec le bout de ma botte. « Qu'est-ce que tu fais, oncle Alex » a-t-il finalement demandé. « Je m'assure que le ruisseau n'emporte pas la berge » ai-je expliqué. Si tu laisses juste l'eau couler, elle détruit tout sur son passage. Mais si tu la guides, si tu travailles avec elle, tu peux créer quelque chose de fort et de beau. Il a hoché la tête, en traitant l'information. Mon père dit que la planification est pour les gens qui ont peur de prendre des risques. L'innocence du commentaire était comme un coup de poing dans le ventre. Eh bien, ai-je dit prudemment, il y a une différence entre un risque et un pari, Tyler. Un risque, c'est quand tu sautes, mais que tu as déjà compris où tu vas atterrir. Un pari, c'est juste fermer les yeux et espérer le meilleur. Il a semblé comprendre. Il est resté avec moi pendant 1 heure de plus, m'aidant à enlever les feuilles tombées du lit du ruisseau, posant 1 million de questions sur les arbres, les rochers et les poissons. Dans sa curiosité simple et non filtrée, j'ai trouvé un moment de paix, un rappel que tout le monde dans ma famille n'était pas câblé de la même manière. La paix a été de courte durée. Ce soir-là, avant le dîner, Ryan a décidé d'organiser une petite démonstration publique de domination. Il nous a tous rassemblés dans le bâtiment principal, qui était rempli d'autres clients qui s'enregistraient. Vous savez, a dit Ryan à haute voix, en désignant le hall, pour un endroit aussi cher, on pourrait penser qu'ils auraient une meilleure connexion Wi-Fi. J'ai à peine du signal. Ce n'est pas professionnel. Il m'a regardé directement, un défi dans ses yeux. Tu gères des hôtels, Alex. Quel est ton avis d'expert là-dessus? Il essayait de m'humilier, de me faire passer pour un incompétent dans le seul domaine où j'étais censé avoir quelques connaissances. Il voulait que je m'énerve, que je trouve des excuses. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé un court message et je l'ai remis dans ma poche. Je suis sûr qu'il travaille dessus, ai-je dit calmement. Moins de 60 secondes plus tard, Grégory est apparu à mon coude. Je m'excuse pour l'interruption, monsieur, a-t-il dit, sa voix juste assez forte pour que ma famille l'entende. Je voulais juste vous faire savoir que nous avons réacheminé la bande passante de l'aile des conférences vers le bâtiment principal comme demandé. Le réseau devrait maintenant fonctionner à plein régime. Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient. La mâchoire de Ryan s'est relâchée. Il a regardé alternativement moi et Grégory, son esprit incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Il s'attendait à ce que je sois impuissant. Il venait de se voir montrer, de manière très discrète et très publique, que ce n'était pas le cas. C'était une petite victoire, mais c'était un avant-goût de ce qui allait arriver. Plus tard dans la soirée, après la désastreuse démonstration de Wi-Fi, j'ai trouvé Ryan en train de bouder sur la terrasse. C'était mon moment. Je me suis approché de lui. J'ai réfléchi à ta situation, ai-je dit. Il s'est redressé, ses yeux devenant instantanément avides. Et c'est une affaire sérieuse, ai-je dit, ma voix basse et grave. Ça mérite une discussion sérieuse. Pas ici. J'ai laissé le silence planer dans l'air. Demain soir. Dîner privé. Juste nous 4. Dans la cave à vin. C'est calme là-bas. Nous pourrons parler librement. Je te donnerai ma réponse finale à ce moment-là. Un sourire lent et triomphant s'est étalé sur son visage. Il pensait que mon ton sombre signifiait que je comprenais la gravité de son problème. Il pensait que ma suggestion d'un lieu privé et sérieux signifiait que je me préparais à capituler. La cave à vin, a-t-il dit, en hochant la tête en signe d'approbation. Excellent choix. Très civilisé. Il a levé son verre imaginaire. Un toast à un problème résolu. Un toast à un problème résolu, ai-je fait l'écho,
ma voix plate comme la pierre. Il n'avait aucune idée de quel problème je parlais. Le lendemain a été l'un des plus longs de ma vie. L'atmosphère au sein de ma famille était passée d'une pression agressive à un calme suffisant et satisfait de soi. Ils pensaient avoir gagné. Ils croyaient que leur campagne coordonnée de culpabilité, de devoir et de manipulation avait fonctionné. Et leur comportement est devenu une parodie nauséabonde d'une famille heureuse et solidaire. Au petit déjeuner, mon père, qui avait auparavant rejeté ma carrière comme étant à peine plus qu'un passe-temps, agissait maintenant comme s'il était mon plus grand champion. Tu sais, Alex, a-t-il dit, en beurrant sa tartine avec emphase, j'y pensais, ce commerce d'hôtellerie, c'est dans ton sang. Ton arrière-grand-mère, elle tenait une pension de famille, tu sais? Un vrai talent pour ça. Tu tiens ça d'elle. Je me suis contenté de le regarder. Il n'avait jamais mentionné une arrière-grand-mère avec une pension de famille de toute ma vie. Il était en train d'inventer une lignée populaire et respectable pour moi maintenant qu'il croyait que mon nid de poule était sur le point de devenir sa propriété. Ma mère, quant à elle, me traitait comme un veau primé que l'on engraissait pour l'abattage. Tu te reposes assez, mon chéri, me demandait-elle, sa voix dégoulinant de fausse inquiétude. Tu as l'air un peu pâle. Laisse-moi te chercher plus de jus. Elle s'agitait et gloussait autour de moi, chacune de ses actions étant un acompte sur la fortune qu'elle s'attendait à ce que je lui remette. Le plus agaçant était de les regarder planifier. Ils le faisaient juste devant moi, assis au bord de la piscine dans leur station de luxe, où, parlant à voix basse et conspiratrice, ils pensaient que je ne pouvais pas les entendre. Ils discutaient de mon argent, du travail de toute ma vie. Le premier transfert ira directement au compte du client, a dit Ryan, en tapant des chiffres dans son téléphone. Cela arrête l'audit net. Ensuite, nous devrons allouer un deuxième montant à l'équipe juridique pour aplanir les choses avec la SEC. Tout est une question de présentation. Et toi, mon fils, a demandé mon père, sa voix pleine de fierté paternelle. Une fois que tout cela sera derrière toi, tu devras projeter une image de stabilité. Une nouvelle voiture, peut-être? Rien de trop tape à accent grave l'œil, mais quelque chose qui dit que tu es de retour au sommet. Absolument, a convenu Ryan, et un voyage pour la famille. Hawaï, peut-être. Nous le mériterons après tout ce stress. J'étais assis dans une chaise longue à 6 mètres de là, un livre ouvert sur mes genoux, ces mots non lus. Ils planifiaient des vacances à Hawaï avec mon argent. De l'argent qu'ils allaient obtenir en me faisant chanter pour que je couvre le crime de mon frère. L'arrogance pure et époustouflante de la chose était un spectacle à voir. Ce n'étaient pas que des voleurs. C'étaient des connaisseurs de leurs propres droits. Pour leur échapper, j'ai cherché Grégory. Je l'ai trouvé dans son bureau, un petit espace fonctionnel qui était le centre névralgique de tout le complexe. Les murs étaient couverts de plans d'architectes, d'organigrammes et de photos encadrées de l'hôtel à différents stades de construction. Il s'est levé dès que je suis entré. Alex, a-t-il dit, sa chaleur professionnelle habituelle remplacée par une profonde inquiétude. Pardonnez-moi de vous le dire, mais vous avez l'air de porter le poids du monde. Je lui ai adressé un sourire fatigué. Juste le poids de ma famille, Grégory. C'est à peu près la même chose. Je me suis enfoncé dans le fauteuil en face de son bureau. Pendant quelques minutes, nous n'avons fait que parler affaires. C'était un soulagement de se replier dans le monde propre et logique des taux d'occupation, des chaînes d'approvisionnement et des évaluations du rendement des employés. Nous avons discuté du nouveau sommelier, des plans pour le festival d'hiver et des progrès de l'initiative de logement du personnel que je finançais. Cela m'a rappelé qui j'étais en dehors de leur récit suffocant. Au sujet de ce soir, monsieur, a dit Grégory, sa voix baissant, le dîner dans la cave. Tout est préparé comme vous l'avez demandé. Merci, Grégory. Tu as été un bon ami. James était un bon ami pour moi, a-t-il corrigé doucement. Il m'a donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Ma loyauté envers lui, et envers vous, est absolue. J'espère juste. J'espère que vous savez ce que vous faites, mon garçon. Je sais exactement ce que je fais, ai-je dit, et la certitude dans ma propre voix m'a surpris. Je suis en train de conclure les choses. Je me suis levé pour partir, puis me suis arrêté à la porte. Un dernier détail, Grégory. Le vin. Le Château Margaux 1982. J'aimerais que vous le présentiez à la table vous-même. Les sourcils de Grégory se sont dressés. Pour un homme qui avait tout vu, il avait l'air sincèrement surpris. Moi, monsieur? Pas le sommelier? Vous, ai-je confirmé.
Je veux que vous soyez là. Je veux que vous leur racontiez son histoire. Pas seulement le millésime, mais sa valeur. Je veux qu'ils comprennent exactement ce qu'il représente avant qu'une seule goutte ne soit versée. Une compréhension lente et profonde s'est fait jour dans les yeux de Grégory. Il a vu la forme de mon plan, la froide et brillante qualité artistique de celui-ci. Il a hoché la tête, son expression étant maintenant sombrement résolue. Ce serait un honneur, monsieur Sterling. Je vais le décanter moi-même. En m'éloignant de son bureau, j'ai senti la dernière de mes hésitations s'envoler. Les pièces étaient toutes en position. L'appât, la promesse de mon argent, avait été pris. Le piège, le cadre intime et inévitable de la cave, était tendu. Et la gâchette, une bouteille de vin légendaire qui symbolisait tout ce qu'ils adoraient, était polie et prête. Ils pensaient venir se régaler de leur victoire. Ils étaient sur le point de se voir servir un banquet de conséquences. La cave à vin était ma forteresse de solitude, creusée au plus profond du cœur de granit de la montagne. C'était un lieu de silence et d'histoire, où le seul son était le doux bourdonnement du système de contrôle climatique. L'air était frais et sentait la terre humide, le chêne vieilli et le fantôme léger et doux des millésimes passés. Une seule table massive de séquoia poli, éclairée par un lourd chandelier en fer forgé, dominait le centre de la pièce. C'est ici, entouré par les histoires endormies de 1000 bouteilles, que j'allais réveiller ma famille de leur long rêve auto-imposé. J'étais là le premier, debout dans le calme, laissant l'air frais calmer le tremblement d'adrénaline qui me traversait. Puis je les ai entendus arriver, leurs voix et leurs pas forts résonnant dans le couloir de pierre. Une intrusion brutale dans la paix de la cave. Ils sont entrés comme des héros conquérants. Ryan est entré le premier, un large sourire confiant sur le visage. Ma mère a suivi, ses yeux parcourant les plafonds voûtés et les étagères en acajou avec une expression d'admiration ouverte. Mon père fermait la marche, la poitrine bombée, incarnant à la perfection le patriarche président à un triomphe familial. « Mon Dieu !» Alex s'exclama ma mère, passant une main soignée sur le dossier d'une lourde chaise en chêne. « C'est tout simplement magnifique. Tu dois nous dire comment tu as réussi à réserver cette salle. » J'ai juste demandé, dis-je, d'une voix calme. Ryan se mit à rire, un rire court et sec. « Eh bien, tu apprends enfin à utiliser tes relations, petit frère. Je suis fier de toi. » Il me tapota dans le dos, un geste de possession condescendant. Il croyait être sur le point de me posséder, moi et tout ce que j'avais. Ils prirent place, et le spectacle commença. Le meilleur serveur de l'hôtel, un jeune homme nommé Léo, apporta le premier plat, un délicat amuse-bouche aux fruits de mer. Ils le remarquèrent à peine. Leurs yeux ne cessaient de faire des allers-retours entre moi et l'espace vide au centre de la table. Ils attendaient le plat de résistance. Une fois les amuse-bouches débarrassés, la lourde porte en chêne de la cave s'ouvrit à nouveau. Ce n'était pas Léo cette fois. C'était Grégory, le visage impassible et grave. Il tenait une carafe de vin rouge rubis profond avec la déférence qu'un prêtre accorderait à une relique sacrée. Dans l'autre main, il tenait la bouteille vide. Il se dirigea vers la tête de la table, à ma droite. « Bonsoir, dit Grégory, sa voix un baryton calme et professionnel qui attira l'attention. Monsieur Sterling m'a demandé de vous présenter personnellement le vin pour votre dîner de ce soir. » Mon père se pencha en avant, les yeux brillants. « Ah oui, le plat de résistance. » Grégory plaça la bouteille vide au centre de la table, son étiquette emblématique face à mon père. « Ceci, dit-il, est un Château Margaux 1982. Il est considéré par beaucoup comme l'un des vins les plus parfaits jamais mis en bouteille. Une véritable légende de la région de Bordeaux. » Je confirme, dit mon père, presque suppliant. Il me regarda. Un excellent choix, Alex. Un beau geste. Grégory n'avait pas fini. En raison de sa rareté et de son statut légendaire, continua-t-il, sa voix égale et mesurée, c'est aussi l'une des bouteilles les plus précieuses de notre collection. À des fins d'assurance, cette bouteille est évaluée à un peu plus de 9000 $. On aurait pu entendre une mouche voler. 9000 $. Le chiffre flottait dans l'air, scintillant d'une puissance qui lui était propre. La main de ma mère se porta à ses perles. Le sourire suffisant de Ryan se figea sur son visage. Mon père se contenta de fixer, la bouche légèrement ouverte. Il convoitait le symbole, mais il n'avait jamais compris la substance. Grégory versa une petite quantité de vin dans un verre pour que je le goûte. Je le fis tourner, inhaler son arôme complexe et hocher la tête. « Il est parfait, Grégory.
Merci. Vous pouvez servir nos invités. Avec une grâce consommée, Grégory versa le vin à mes parents et à Ryan, ses mouvements silencieux et précis. Puis il fit une légère révérence formelle et se retira de la pièce, refermant la lourde porte derrière lui, nous laissant tous les quatre seuls dans un silence soudain et assourdissant. Ils fixaient tous leurs verres comme s'ils contenaient de l'or liquide. Mon père fut le premier à se reprendre. Il prit son verre, le tenant à la lumière. Eh bien, dit-il, sa voix un peu tremblante. Une bouteille de vin à $9 000 pour célébrer une famille qui se réunit pour résoudre un problème. C'est tout à fait approprié. C'était mon signal. Le spectacle était terminé. Je les ai laissés prendre chacun une gorgée. J'ai regardé le vin, mon vin, passer sur leurs lèvres. Puis je me suis penché en avant, posant mes bras sur la table. Nous ne sommes pas ici pour résoudre un problème, papa, dis-je, ma voix tranchant le silence. Nous sommes ici pour le nommer. L'ambiance changea instantanément. L'air de fête s'évapora, remplacé par une tension froide et aiguë. Ryan, dis-je, tournant toute mon attention vers mon frère. Il leva les yeux, une lueur d'appréhension dans ses yeux. Tu m'as dit que tu étais dans le pétrin, que tu avais pris un gros risque et que tu avais échoué. Ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que tu veux dire, marmonna-t-il, baissant les yeux vers son assiette. Non, insistai-je, ma voix implacable. Tu n'as pas raté ton coup. Tu as triché. Tu as volé de l'argent sur le compte fiduciaire d'un client pour le parier sur un investissement risqué. Et quand ça t'a explosé à la figure, tu n'es pas venu demander de l'aide à ta famille. Tu es venu chercher un alibi. Tu as monté toutes ces vacances, toute cette histoire, pour me piéger et me faire payer pour ton crime. Ma mère haleta. Alex, c'est horrible de dire ça. Vraiment, rétorquai-je, les yeux toujours fixés sur Ryan. Ai-je tort? Ryan, regarde-moi et dis-moi que j'ai tort. Il ne le pouvait pas. Il se contentait de fixer ses mains, les jointures blanches alors qu'il serrait la tige de son verre à vin. Je me suis adossé, la confession était claire dans son silence. Je croyais à ta définition du succès, dis-je, ma voix maintenant plus douce, empreinte d'une tristesse profonde et lasse, le grand titre, la voiture de luxe, la volonté de tout faire pour gagner. J'ai passé des années à me sentir comme un raté parce que je ne pouvais pas être cette personne, parce que je ne pouvais pas être toi. J'ai pris mon propre verre de vin, mais je n'ai pas bu. Puis j'ai réalisé quelque chose. Le succès ne consiste pas à gagner à tout prix. Il s'agit de construire quelque chose qui dure, quelque chose avec intégrité, quelque chose pour lequel on n'a pas besoin de mentir. Je me suis levé lentement. Vous êtes venu dans mon hôtel, dis-je, les mots tombant comme des pierres dans un puits profond. Vous avez dormi dans des lits que j'ai choisis. Vous avez mangé de la nourriture d'un menu que j'ai approuvé. Vous avez critiqué le Wi-Fi que j'ai installé. Vous vous êtes tenu dans le hall que j'ai conçu, et vous m'avez traité de raté. La tête de mon père se redressa brusquement. Toi, ton hôtel, murmura-t-il, les mots se coinçant dans sa gorge. Oui, papa. Mon hôtel. J'ai fait un geste vers la cave. Ma cave à vin. Ma bouteille de vin à $9 000 est entièrement à moi. Tout le groupe Sterling Hotel. Il porte mon nom. Ce n'a jamais été un secret. Vous ne vous êtes jamais soucié de regarder. Il était plus facile de me garder dans la petite boîte que vous m'aviez construite, l'échec de la famille. Je reportai mon regard sur mon frère, qui ressemblait maintenant à un fantôme. Son visage était cendré, ses yeux creux. Donc, pour répondre à la question qui est à l'origine de toute cette mascarade pathétique, dis-je, ma voix descendant à un murmure final et dévastateur. L'argent dont tu as besoin pour éviter d'aller en prison. La somme que tu allais exiger de ton frère raté. Je l'ai. Je pourrais te faire un chèque tout de suite et ne même pas remarquer qu'il a disparu. Je laissais ça s'infiltrer. Je les laissais ressentir tout le poids du pouvoir qu'ils avaient si arrogamment mal jugé. Mais je ne le ferai pas. Je posai ma serviette sur la table. Profitez du vin. C'est ce qui se rapproche le plus du vrai succès que vous goûterez. Et sur ce, je leur tournai le dos et sortis de la pièce, les laissant seuls avec la vérité, le silence et une bouteille de vin très, très cher qu'ils ne pouvaient plus supporter de boire. Sortir de cette cave, c'était comme remonter à la surface après avoir été maintenu sous l'eau toute une vie. Je pris une profonde inspiration tremblante de l'air frais de la nuit. Le silence du couloir, une bombe sur mes nerfs à vif.
Il n'y avait pas d'exaltation, pas de montée d'adrénaline triomphale, juste un vide immense et creux là où une famille avait existé. Je n'avais pas seulement gagné une dispute. J'avais autopsié une relation et signé l'acte de décès. Je ne suis pas retourné dans ma chambre annexe. Impossible. Je me suis dirigé vers la réception, où la réceptionniste de nuit, Chloé, leva les yeux vers moi avec de grands yeux avertis. Grégory les avait manifestement préparés. Monsieur Sterling, dit-elle, sa voix douce mais professionnelle, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Oui, Chloé, dis-je, ma propre voix sonnant distante, détachée. C'était la voix d'un PDG, pas celle d'un fils ou d'un frère. Veuillez faire transférer les affaires de mes parents et de mon frère de leur suite dans 3 chambres standards de l'aile ouest, communicantes si possible. Je veux qu'ils soient à l'aise. La petite cruauté de les laisser maintenant dans leur suite de luxe me semblait indigne de moi. Il s'agissait d'un simple changement logistique, d'une remise à zéro du jeu et mes affaires de l'annexe. Veuillez les faire transférer dans la suite présidentielle. J'ai décidé de prolonger mon séjour. Bien sûr, monsieur. Tout de suite. Et une dernière chose, Chloé, ajoutai-je. Veuillez vous assurer que tous les frais que ma famille a engagés, le restaurant, le spa, la boutique de cadeaux, sont transférés sur mon compte principal. Ils ne doivent pas recevoir de facture. Ce sont mes invités, après tout. Le regard qu'elle me lança était empreint d'un profond respect. À ce moment-là, je n'étais pas seulement leur patron. J'étais un homme d'honneur. La suite présidentielle était à 1000 lieues de la chambre avec vue sur les poubelles dans laquelle je me trouvais. C'était un espace vaste et magnifique de verre, de bois et de pierre, avec une cheminée, un piano à queue et un balcon qui semblait flotter au-dessus du lac sombre et silencieux. C'était la meilleure chambre de la maison, ma maison, mais assis là seul dans le salon caverneux, je ne m'étais jamais senti aussi isolé. J'avais exposé leurs mensonges, mais la vérité était une maigre consolation. Le lendemain matin, je prenais mon café sur le balcon quand j'ai vu un taxi s'arrêter devant l'entrée principale. Ma mère et Ryan sont montés à bord. Ma mère portait des lunettes de soleil sombre, son visage caché. Ryan avait l'air petit, ratatiné, un fantôme de l'homme arrogant qui était arrivé 2 jours plus tôt. Ils ne se sont pas retournés. Le taxi est parti, et ils ont disparu. Quelques heures plus tard, on frappa doucement à la porte de la suite. C'était mon père. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Le costume sur mesure était froissé. Son visage était pâle et mal rasé, et ses yeux, autrefois si pleins de jugement, étaient maintenant juste vides. Ils sont partis, dit-il, sa voix un râle rauque. J'ai vu. Je me suis écarté et les laissé entrer. Il erra dans la pièce, regardant le luxe tranquille, non pas avec envie, mais avec une sorte de confusion hébétée, comme s'il s'était réveillé dans un pays étranger. Je dois demander, dit-il, me regardant enfin, comment as-tu fait tout ça, Alex? Alors que nous étions tous si sûrs que tu étais en train d'échouer. J'ai terminé pour lui. J'ai fait ça en travaillant, papa. J'ai fait ça en me présentant tous les jours. J'ai fait ça en écoutant les gens, en faisant confiance à mon instinct et en apprenant de mes erreurs. J'ai fait ça avec James. Nous l'avons construit ensemble, brique par brique. Il s'effondra dans un fauteuil, toute la combativité l'ayant quitté. Il regarda ses mains, les mains douces et soignées d'un comptable. Je voulais construire quelque chose autrefois, dit-il, sa voix à peine un murmure. Une librairie, un petit endroit rempli de vieux livres et de fauteuils confortables. J'avais un plan d'affaires. J'avais choisi un emplacement. J'avais 25 ans. Il leva les yeux vers moi, et pour la première fois, je vis non pas un tyran, mais un homme hanté par son propre fantôme. Mon père, ton grand-père, il rit de moi, continua-t-il. Il m'a dit que j'étais un rêveur. Il a dit que les vrais hommes trouvent des emplois réels, des emplois sûrs avec des pensions. Alors je l'ai fait. J'ai mis mon rêve dans une boîte, et je suis allé travailler dans un cabinet comptable. Et pendant 45 ans, je suis mort un peu chaque jour dans ce box gris. J'ai échangé mon rêve contre un chèque de paie. Sa confession flottait dans l'air entre nous, brute et douloureuse. Quand tu as abandonné l'école de commerce, dit-il, sa voix se brisant, quand tu as commencé à parler de cette auberge délabrée avec James, tout ce que je pouvais voir, c'était mon propre échec. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le rire de mon propre père. J'étais tellement terrifié que tu échoues comme je n'avais même jamais eu le courage d'essayer. Alors je t'ai poussé. Je t'ai critiqué.
J'ai essayé de te forcer à reprendre le chemin sûr. Mon chemin. Je le vois maintenant. Je n'essayais pas de te sauver de l'échec. J'essayais de valider mes propres choix. J'ai fait de ta vie un enfer parce que ma propre vie était un enfer tranquille et confortable. Cela n'excusait pas les années de cruauté, mais cela les expliquait. C'était la confession d'un homme qui avait choisi la sécurité plutôt que l'âme et qui avait ressenti de l'amertume envers quiconque avait eu le courage de faire le contraire. Il se leva, ayant l'air frêle et vieux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Alex. Dieu sait que je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches. Il prit une inspiration tremblante, ses yeux rencontrant les miens. Ce que tu as construit ici, c'est incroyable. Et je suis tellement, tellement fier de toi. Il se tourna et se dirigea vers la porte. Un homme finalement ouvert par la vérité. Je dois rentrer à la maison, dit-il. J'ai beaucoup de choses à régler. Il partit. Et le silence qu'il laissa derrière lui était différent. Ce n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence de l'immobilité. La tempête était passée. Les dégâts étaient immenses, mais pour la première fois, l'air était clair. L'année qui suivit fut une année de reconstruction tranquille, non pas de bâtiments, mais d'une vie. Les événements dramatiques de Valley View se sont transformés, passant d'une blessure ouverte et vive à une cicatrice interne profonde, une partie permanente de mon histoire, mais qui ne dictait plus mon présent. J'ai trouvé un nouveau genre de paix dans mon travail, un but qui dépassait les bilans et les marges bénéficiaires. Ce but a trouvé sa voie dans la fondation James Sterling. Un an jour pour jour après la confrontation, je me tenais sur une scène dans la grande salle de bal de mon hôtel de Chicago. Devant moi se trouvaient 10 jeunes gens brillants et déterminés, la première promotion de notre programme de bourse d'études. Ce sont des enfants issus de milieux difficiles, des enfants qui ont le talent et la motivation, mais pas les ressources. Nous leur offrons une éducation complète en gestion hôtelière et un emploi garanti au sein du groupe Sterling Hotel après l'obtention de leur diplôme. En regardant leur visage, j'ai vu le même feu que j'avais vu dans les yeux de James il y a toutes ces années. Un hôtel n'est pas seulement un bâtiment, leur dis-je, ma voix résonnant dans la salle de bal bondée. C'est une promesse. C'est une promesse de sécurité, de confort, d'un moment de paix dans un monde chaotique. Le travail que nous faisons ne concerne pas le luxe. Il concerne la dignité. Aujourd'hui, nous ne vous donnons pas seulement une bourse d'études. Nous vous invitons à nous aider à tenir cette promesse. Après la cérémonie, une jeune femme nommée Maria, l'une des boursières, s'est approchée de moi, ses parents se tenant timidement derrière elle. Monsieur Sterling, dit-elle, les yeux brillants de larmes, personne n'a jamais cru en moi comme ça auparavant. Vous ne m'avez pas seulement donné une éducation. Vous m'avez donné un avenir. Cela, pensais-je, était une meilleure sensation que de conclure un accord de plusieurs millions de dollars. La vie s'est installée dans un nouveau rythme. J'ai voyagé entre mes propriétés, non pas en tant que propriétaire distant, mais en tant que leader sur le terrain. Je connaissais mon personnel par son nom. Je mangeais dans les cafétérias des employés. J'ai continué à construire, non pas seulement des hôtels, mais une culture de respect et d'intégrité. Un après-midi pluvieux à Seattle, environ 18 mois après l'incident, je quittais une réunion avec une équipe d'architectes. En attendant ma voiture, je l'ai vu. De l'autre côté de la rue, luttant avec un parapluie cassé, se trouvait Ryan. Il avait l'air diminué. Le costume coûteux avait disparu, remplacé par un imperméable d'apparence bon marché. Il était plus mince, et l'ancienne arrogance de sa posture avait été remplacée par un affaissement las. Il essayait d'entrer dans les bureaux d'une petite entreprise de papier locale. Il était vendeur maintenant, vendant des publicités. Nos yeux se sont croisés au-dessus du flot de la circulation. Un éclair de reconnaissance, puis de panique, puis une onde profonde ont envahi son visage. Il baissa rapidement les yeux, tâtonnant avec sa mallette, faisant semblant de ne pas m'avoir vu. Je suis monté dans ma berline qui m'attendait, mon chauffeur me tenant la porte. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ne ressentais pas de pitié. J'avais l'impression de regarder un parfait inconnu. L'immense fossé entre nos vies ne concernait plus l'argent ou le succès. Il concernait les choix que nous avions faits et les hommes qu'ils avaient faits de nous. La dernière pièce du passé s'est mise en place quelques mois plus tard. J'étais dans mon bureau surplombant Central Park à New York lorsque mon assistante personnelle m'a dit que ma mère était au téléphone. J'avais maintenu ma limite de non-contact direct,
ne communiquant que par l'intermédiaire d'avocats pour le modeste pécule que je fournissais pour les soins de mon père. Mais quelque chose m'a fait prendre l'appel. Alex. Sa voix était petite, hésitante. C'était une voix que je ne reconnaissais pas. Maman, dis-je, mon ton neutre. Je sais que je transgresse les règles, dit-elle rapidement. Je ne te retiens pas. Je devais te dire quelque chose. C'est à propos de Tyler. Mon cœur s'adoucit à la mention de mon neveu. Est-ce qu'il va bien? Il va plus que bien, dit-elle, et j'entendis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Un petit rire authentique de joie pure. Il a remporté le Salon national des jeunes sciences et de l'innovation. Il va à Washington pour rencontrer le président. Waouh, dis-je, sincèrement impressionné. C'est incroyable. Quel était son projet? Il y eut une pause. Lorsqu'elle parla à nouveau, sa voix était chargée de larmes non versées. C'était un générateur d'eau atmosphérique, un appareil qui extrait l'humidité de l'air pour créer de l'eau potable propre pour les zones sinistrées. Il a construit le prototype dans son garage. Elle prit une inspiration tremblante. Dans sa présentation, dans sa présentation finale, ils lui ont demandé ce qui l'avait inspiré. Et il leur a raconté une histoire sur son oncle qui lui a appris qu'on peut résoudre les plus gros problèmes non pas avec des machines compliquées, mais en observant tranquillement comment la nature fonctionne. Il leur a parlé de guider un ruisseau au lieu de le maudire. Je me suis adossé à ma chaise, la ligne d'horizon de New York s'estompant devant mes yeux. C'est toi, Alex, murmura-t-elle, la confession, un abandon tranquille. Il a ton cœur, ton esprit. Il construit des choses qui comptent. J'étais tellement occupé à polir mon enfant doré que je n'ai jamais réalisé que mon autre fils était celui qui était fait d'or véritable. Elle se mit à pleurer, puis des sanglots doux et brisés. Je suis tellement désolé, Alex. Je suis tellement désolé que nous ne t'ayons jamais vu. Ce n'était pas une absolution. Ce n'était pas une baguette magique qui effaçait le passé, mais c'était la vérité. C'était une reconnaissance finale et douloureuse, et c'était, à sa manière, le début d'une longue et tranquille route vers quelque chose qui pourrait un jour ressembler à la paix. Ce printemps dernier, 2 ans après ce voyage fatidique, je suis retourné à Valley View. Je n'ai pas annoncé ma visite. J'ai juste fait le trajet, garé ma propre voiture et me suis enregistré sous un autre nom. Je ne voulais pas être Monsieur Sterling, le propriétaire. Je voulais juste être Alex, un homme visitant un endroit qui contenait un morceau de son âme. J'ai contourné le pavillon principal et je me suis dirigé directement vers l'arrière de la propriété, vers l'endroit où se trouvait autrefois l'annexe de service LED. Elle avait disparu. À sa place, le jardin de méditation que j'avais prévu était maintenant une réalité luxuriante et florissante. Un chemin sinueux de galets de rivière gris-lisse, du genre que Tyler et moi avions dégagé du ruisseau, serpentait à travers de délicats érables japonais, leurs feuilles d'un rouge ardent. Une petite cascade construite avec art s'écoulait dans un étang où de brillantes carpes coilles oranges et blanches nageaient en cercles paresseux. L'air était rempli du parfum de la terre humide et du pin, et le seul son était la douce musique de l'eau en mouvement. Une simple plaque de bronze était placée à l'entrée, à moitié cachée par un groupe de fougères. On pouvait y lire « Le jardin commémoratif James Sterling, à la mémoire d'un homme qui croyait qu'il fallait construire des choses qui durent ». Je me suis assis sur un banc de pierre lisse face à l'étang, le soleil du matin réchauffant mon visage. J'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici, aux années passées à me sentir comme un étranger dans ma propre famille, à la piqûre de leur cruauté désinvolte, au poids écrasant de leur trahison. J'ai pensé à la triste confession de mon père, à l'existence évidée de Ryan et au dernier appel téléphonique larmoyant de ma mère. Le monde veut vous donner des fins nettes et ordonnées. Il veut que vous pardonniez et oubliez, que vous trouviez la fermeture dans une étreinte chaleureuse. Mais la vie est plus désordonnée que cela. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais complètement, des confiances qui ne peuvent jamais être reconstruites. Je ne pense pas que je m'assierai à nouveau à un dîner de fête avec ma famille. L'espace entre nous est un canyon creusé par des années de leur choix, et finalement par l'un des miens. Mais assis là dans le sanctuaire tranquille que j'avais construit à partir des cendres de ce vieux bâtiment laid, j'ai ressenti un sentiment de paix qui était plus profond que le pardon. C'était l'acceptation. J'ai accepté que je ne puisse pas changer ce qu'ils étaient. Mais je n'avais plus besoin qu'ils changent pour me sentir entier. J'avais enfin repris complètement ma propre histoire. Ils n'avaient plus le pouvoir d'écrire la fin. Mon succès n'était pas les hôtels, l'argent ou les récompenses. Mon succès était ce jardin.
C'était le triomphe tranquille de la création sur la destruction. C'était le choix de cultiver la beauté là où il y avait autrefois de la négligence. C'était la compréhension que ma propre valeur n'était pas quelque chose qu'il pouvait donner ou enlever. C'était quelque chose que je devais construire moi-même à partir du sol, une pierre à la fois. Ils avaient essayé de m'enfermer dans une pièce avec vue sur les ordures, sans jamais réaliser que j'avais la clé de tout le domaine. Et depuis le jardin que j'avais construit, je pouvais enfin voir une vue claire et dégagée du ciel. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'apprécie vraiment que vous ayez passé du temps avec moi aujourd'hui. J'espère que cela vous a touché d'une manière ou d'une autre et vous a peut-être donné un peu de force si vous faites face à vos propres batailles. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû trouver votre propre définition de la famille ou du succès? Je serais honoré de lire votre histoire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite.